On va rester aux États-Unis avec une affaire quand même assez étonnante. Une histoire de prêtre. Je disais tout à l'heure un drôle de paroissien, c'est moins qu'on puisse dire, quoique on sait à quel point l'Église orthodoxe est liée au service secret russe. Et là, il s'agit d'un prêtre qui recrutait des agents pour les services de renseignement russes aux États-Unis. On va voir le pédigré de ce prêtre qui s'appelle Dimitri Petrovski, qui a 52 ans, qui est depuis 2001 membre du département des relations extérieures avec l'Église du patriarcat de Moscou. Ça veut dire qu'il est associé au service diplomatique de l'Église. Toutes les églises, Christian, vous qui êtes un spécialiste, ont des départements qui gèrent les relations extérieures. C'est normal. Normal. Ça, c'est normal. Mais lui, il était lié très directement et mandaté pour recruter des espions. Et donc, il a été confondu par le FBI. Et évidemment, c'est assez frappant parce que nous dit-on, toutes les occasions étaient bonnes pour lui de recruter des espions. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que tout officiant, tout membre de l'Église orthodoxe, à l'étranger, est un espion lui-même? Bon, peut-être il faut faire aussi attention pour ne pas accuser sans les preuves, mais après, il y a plusieurs raisons pour penser que l'Église russe a déjà été utilisée par le Kremlin pour les affaires antérieures. C'est un outil en fait complètement contrôlé par le Kremlin et ça date non seulement de l'Union soviétique, ça date de Pierre le Grand du XVIIIe siècle quand le patriarcat a été aboli, mais c'est sous l'Union soviétique que c'est devenu un outil de la police antérieure aussi de l'espionnage finalement. Les prêtres à l'étranger étaient aussi utilisés même à cette époque-là parce qu'on sait que sous l'Union soviétique, l'Église était tout d'abord persécutée, mais après, il y avait Staline qui a rétabli le patriarcat. Et depuis, bien sûr que le Parti communiste contrôlait à 100%, jusqu'au point, en fait, que, ici, il y a le débat, mais quand même, il y a les preuves que tous les patriarches, depuis 1943, étaient les agents de KGB. Y inclut le patriarche d'aujourd'hui. Il y a plusieurs, en fait, preuves pour ça. Bon, il faut attendre peut-être un jour quand tous les documents classifiés sont révélés pour être à 100% sûr, mais en fait on sait qu'effectivement l'Union soviétique le faisait, bien sûr que sous Poutine c'était la même idée, parce que Poutine par formation lui-même est un espion, un agent de KGB, et bien sûr que pour lui l'Église, je ne crois pas qu'elle est très croyante, mais c'est plutôt un outil pour effectivement recruter, en plus un outil assez pratique, parce que il y a une couverture religieuse, spirituelle, on peut parler de la culture russe, donc c'est assez pratique, mais effectivement, ça fonctionne comme ça depuis très longtemps et je ne suis pas étonnée du tout qu'on a révélé cette affaire aux États-Unis. C'est pas étonnant. Presque la source d'étonnement, ce serait qu'ils ne soient pas espions, ces prêtres-là. Il faut savoir que leur patron étant un ex du KGB. Oui, mais il faut savoir que l'Église orthodoxe russe a une spécificité, qu'ont d'autres églises orthodoxes d'ailleurs, c'est que en 1917, il y a eu une scission entre les églises qui étaient loyal au tsar et l'URSS qui a voulu mettre la main sur toutes les églises à l'étranger. C'est le cas à Paris notamment, ou à Nice en France. Mais c'est aussi fortement le cas aux États-Unis. Donc, pour le pouvoir russe et soviétique dont Poutine est un continuateur, la main sur toutes ces églises qui, elles-mêmes, par leurs conseils paroissiaux, s'étaient détachées de Moscou, remettre la main là-dessus et récupérer les églises du monde entier, c'est un objectif stratégique. Donc avoir un prêtre qui recrute et qui travaille pour les services de Moscou, c'est un élément essentiel, un cheval de Troie dans la place forte pour Poutine, pour récupérer toute l'Église orthodoxe qui, par exemple aux États-Unis, il y a une branche qui est pro-capitaliste, pro-américaine et qui est anti-moscovite. Bon, mais tout ça, Poutine veut l'abolir. Il a fait main basse sur l'Église de Nice, par exemple, en France, alors que l'église de Nice était quasiment indépendante et autonome. Elle est aujourd'hui propriété de la Russie kremlinesque. On va regarder le nombre de prêtres. Donc il faut connaître ce contexte-là pour comprendre que les prêtres sont véritablement des hommes politiques. Je rappelle la phrase célèbre de Staline, quand il a fallu rétablir le patriarcat,
trouvez-moi un fonctionnaire du parti qui ressemble à un homme de Dieu. Ah oui. Je répète, trouvez-moi un fonctionnaire du parti qui ressemble à un homme de Dieu. Tout est dit. Là, vous me séchez, là, parce qu'elle est trop belle, presque, cette phrase, dans le contexte que nous découvrons du lien organique entre Poutine, entre le pouvoir russe, mais pire, entre le KGB et FSB aujourd'hui, et l'Église orthodoxe. Est-ce qu'il faudrait... Alors, 2380 paroisses aux États-Unis, 25 000 membres... Oui, c'est un enjeu de pouvoir, 2380 On ne sait pas combien Poutine en a sous la main par rapport aux paroisses. Il voudrait les avoir tous, mais... Est-ce qu'il faudrait les expulser tous ? Ceux qui sont convaincus qu'on réussit effectivement dont on réussit à avoir la preuve qu'ils travaillent pour le FSB, comme c'est visiblement le cas de ce prêtre qui, à part ça, aurait dû avoir encore quelques leçons quand même avant de partir de Moscou, parce qu'il n'était pas très prudent. Quant aux documents qu'il avait avec lui, visiblement, il avait pas mal de fiches sur beaucoup de paroissiens dans son ordinateur, ce qui a permis à la police américaine, effectivement, de trouver facilement des preuves à son encontre. Mais c'est vrai que les églises... en termes d'influence et de passer sous les radars, c'est quand même assez pratique, parce que les 3/4 du temps, comment imaginer qu'un prêtre ou une religieuse puisse justement tremper dans ce genre de choses, c'est quand même assez contradictoire. Mais c'est vrai que d'ailleurs le patriarche actuel, Kirill, était un ancien et actuel d'ailleurs vraisemblablement, membre des services russes. Maintenant c'est quand même de notoriété publique. Mais c'est vrai que pour les Occidentaux, l'Église russe, elle était pratique en Occident pour recruter, parce que pour les Occidentaux, les églises, c'est absolument pas synonyme de service secret. Donc c'était quand même beaucoup plus facile pour se mouvoir et pour contacter des gens que si vous étiez quelqu'un d'une ambassade ou d'une grande société russe sur lesquels on pouvait avoir un regard quand même un peu aigu. C'est vrai que durant très longtemps, on a considéré que tout ce qui était prêtre et église n'avait rien à voir avec les services. Et là, c'est la preuve du contraire. Est-ce qu'il faudrait, encore une fois, les expulser quand on voit tout le travail souterrain qui est fait par la Russie partout via son église? Est-ce que c'est une question qui se pose? Alors, le rôle des services de contre-espionnage, c'est de trouver les agents qui utilisent leur couverture de prêtres ou d'hommes d'église pour recruter et animer des réseaux. Parce que vous voyez bien qu'à partir du moment où vous avez grosso modo un potentiel de 25 000 personnes, vous avez de quoi faire du recrutement, voire des dossiers d'objectifs de recrutement, ce que visiblement faisait ce Pope qui travaillait sur des dossiers d'objectifs qui ensuite permettaient aux services russes d'aller tamponner des gens et de les retourner. Donc vous voyez bien que et c'est d'ailleurs ce que fait le FBI, c'est-à-dire démonter l'opération de renseignement. Après, l'autre problème qui se pose, c'est justement la protection que leur donne leur couverture, qui est l'Église, fait qu'aujourd'hui, par exemple, en France et à Nice et à Paris, puisqu'on a créé juste à côté d'un lieu où loge quasiment tous les responsables de l'Élysée. Exactement. Franchement, à côté de l'église russe, à tel point qu'il a fallu faire des remontages pour s'assurer que les systèmes électriques, etc., pourraient pas être pénétrés, parce que sinon, ils avaient y compris des capacités d'écoute en plein centre de Paris qu'ils ont, c'est quand même juste hallucinant. Oui. Donc, après, on peut difficilement interdire, parce que si on commence à dire, OK, on vire toutes les églises et tous les popes, on va se faire accuser d'être donc, il faut faire la démonstration cas par cas. C'est un gros travail, c'est un boulot de contre-espionnage qui est compliqué, c'est du criblage, c'est du suivi, c'est de l'enquête. C'est un travail de renseignement. Exactement. Oui. Et donc c'est très méticuleux et c'est très lent, évidemment. Ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que, de votre point de vue, d'après ce que vous savez, Vera, par exemple, ces opérations de recrutement, elles se sont intensifiées depuis le début de la guerre aux États-Unis, mais aussi, par exemple, en France. Ou est-ce qu'ils ont un peu levé le pied compte tenu du contexte ? Je n'ai pas vu les chiffres sur ce niveau, mais on sait que quand même l'activité de l'Église orthodoxe russe à l'étranger a beaucoup augmenté, en fait, depuis notamment aussi 2014, parce que c'est en ce moment-là qu'il y avait aussi les prêtres qui ne voulaient plus collaborer avec Moscou, en Europe, en France notamment, et du coup, Moscou a dû quand même trouver les leviers pour faire la pression sur eux. Donc effectivement, il y avait un peu... Vous savez quel levier ils ont trouvé ?
Non, je sais pas. Ils les ont augmentés. Je sais que ça fonctionnait finalement parce qu'effectivement, les églises qui sont à Paris, elles sont passées sous le contrôle de patriarcat de Moscou. Oui. On parle de Rue d'Aru, par exemple, qui avant était sous le patriarcat de Constantinople. Ils ont des moyens d'intimidation, les Russes. Bien sûr, y compris sur des prêtres récalcitrants. Et voilà. Oui. L'intimidation. Il y a une concurrence entre le patriarcat de Constantinople, qui est évidemment fortement honorifique, mais qui est démocratique et libéral, et le patriarcat de Moscou, qui est dans la main du pouvoir du Kremlin. Donc, du pouvoir russe. Du pouvoir russe. Donc tout pouvoir, toute paroisse aux États-Unis, en Australie, en Afrique même, où il y a des orthodoxes, contrairement à ce que les gens pensent, toute église peut s'affilier soit à Constantinople et être du camp occidental, soit du côté moscovite. Ils ont le choix. Ils sont des fonctionnaires, c'est quoi ces prêtres orthodoxes? Est-ce que c'est une église qui fonctionne sur ses propres non, fonds? L'église russe a reçu, à l'époque de Yeltsin, des privilèges fiscaux, des taxes sur un certain nombre de choses, y compris immorales, sur l'alcool par exemple. L'église a son propre financement, donc elle est quelque part protégée par l'État, qui veille à ses intérêts. Donc elle est vassalisée de ce fait-là. Catherine. D'ailleurs, il faut noter, je crois que c'était la semaine dernière, dans un des pays du Sahel où Wagner s'est fait remarquer, il y a eu, je crois que c'est Centrafrique, la première église orthodoxe russe qui a été ouverte. Oui, absolument. Oui. Avec un nombre de paroissiens. Donc ça arrive très vite après la prise d'influence. Il y a l'arrivée de Wagner, il y a l'influence russe qui se déploie, et dans la foulée, effectivement, il y a tout ce qui concerne la religion. Et donc, là, les Russes, alors ça a été payé justement par la Russie. Il y a une magnifique église orthodoxe qui a été inaugurée, si j'ose dire, la semaine dernière, avec un prêtre orthodoxe africain qui a été formé, et des paroissiens africains, et qui disaient le plus grand bien, effectivement, de. Et il y a des conversions. Mais c'est intéressant. Les Wagner arrivent et l'église aussi. Voilà. C'est concomitant. Avec la conversion donc des Africains sur place. Il y a des conversions d'Africains catholiques qui deviennent orthodoxes à cette occasion. Et l'Église orthodoxe russe a maintenant des implantations assez significatives en Afrique. Ça, c'est très très intéressant de voir à quel point la confusion est totale. Et qu'il y a effectivement, il y a eu le temps des croisades, il y a eu l'islam prosélyte, et là il y a l'Église orthodoxe qui essaye de s'installer, de s'ancrer dans des territoires complètement inconnus pour elle jusque-là, quand même. Totalement. Oui, absolument, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un outil d'influence et un outil de rayonnement. Soft power. Exactement, c'est ce qu'on appelle le soft power. Utilisé, pardon. Et à part, à mon avis, d'espionnage, on connaît des cas et on sait que c'est historiquement aussi utilisé comme ça, mais aussi il y a le fait que les églises à l'étranger aussi contribuent à la propagande de la guerre en faveur de Poutine. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les églises russes, il y a les prières pour la victoire, carrément, des soldats russes, et les prêtres qui refusent, parce qu'il y a les prêtres qui refusent, il ne faut pas tout dénigrer non plus, il y a les prêtres qui étaient virés, même il y a un prêtre qui était jugé en Russie, parce qu'il disait qu'il ne faut pas tuer, il rappelait un peu les dogmes quand même chrétiennes, et il était viré. Donc il y a la résistance, mais en majorité les prêtres font les prières avec leur paroisse pour apporter la victoire aux armes russes. Donc c'est un outil aussi de la propagande, de la guerre d'agression et d'expansion du Kremlin aujourd'hui.